Vous êtes sur la panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes, l'émission qui éveille également la conscience de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission Sunday en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire un focus dans le monde professionnel en parlant évidemment de la promotion. Comment obtenir une promotion lorsqu'on est dans un milieu professionnel? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et en dernière partie d'émission, pas très loin de la première partie d'émission, nous allons parler évidemment du projet de mémoire. Comment obtenir un magnifique et très bon sujet et projet de mémoire? On en saura un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont tous des nouveaux, mais nous allons échanger évidemment sur ce plateau. Il s'agit de Genèse. Genèse, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Juste en face de toi, Daryl, étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Très heureux évidemment de te recevoir sur ce plateau. Merci Régis. Je suis très content que vous m'avez invité. D'accord, mon cher Daryl, on aura l'occasion évidemment de décortiquer ces thématiques. Et pour décortiquer ces thématiques, Sted est avec nous sur ce plateau de Génération News. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je vous remercie également. Et on termine la phase de présentation avec Manuel. Vous êtes étudiant en gestion, en comptabilité et gestion. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je vous remercie également. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai souligné dans mon introduction. La première partie d'émission, nous allons faire un focus dans le monde professionnel en parlant de la promotion. Genèse, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. La promotion, pour toi, définition simple évidemment de ce que tu entends par promotion et comment l'obtenir lorsqu'on est dans le milieu professionnel pour s'accrocher à la thématique. Bon, pour moi, la promotion, c'est défini comme un grade, disons une opportunité qu'on nous offre de gagner en grade. Ouais. Pour nous permettre de repousser certaines limites et d'acquérir un nouveau savoir. D'accord. Et pour moi, en termes le premier point, je pense qu'il faut déjà faire preuve d'excellence. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une dynamique d'efficacité parce que c'est à partir de là même qu'on peut se faire, c'est à partir de là qu'on se démarque des autres collègues. Effectivement, c'est à partir de là qu'on se démarque des autres. On fait preuve de qualité, on fait preuve d'efficacité à travers un travail qualitatif. Je pense que ça permet déjà de se faire remarquer au sein de nos N+1. D'accord, enfin voilà. Les supérieurs, parce que si tu es N+1, c'est un peu technique pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, parlons en termes de supérieurs. D'accord, du coup, Sted, c'est vrai qu'on parle de la promotion, je pense qu'on en rêve tous d'obtenir des promotions lorsqu'on est dans un milieu professionnel, mais est-ce que c'est si facile que ça d'obtenir une promotion selon toi? Pour moi, obtenir une promotion, ce n'est pas si facile, mais c'est accessible. C'est accessible à tous. D'accord. Accessible à tous dans le sens où si on se donne les moyens, pour y parvenir. Donc, par moyen pour y arriver, naturellement, il faut avoir une discipline déjà. D'accord. Dans le travail, dans les tâches qui te sont confiées déjà. Mais également, il va falloir aussi une constance. La constance, c'est-à-dire pouvoir répéter les mêmes efforts à chaque fois. Parce que je pense dans les entreprises également, les supérieurs ont toujours tendance à vouloir tester leurs employés pour voir à quel point ils sont capables de se déployer. C'est ça. Mais également, les limites, comme on dit, tester les limites des employés. En effet. Ouais. Et là également, il y a aussi, il faut aussi être capable de produire des travaux de qualité comme Genèse l'a si bien dit. Donc il faut être pertinent dans ce qu'on te demande de faire, dans les tâches qu'on te confie. Donc là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Toujours être pertinent et cohérent. Et aussi, je pense que naturellement, le respect avec les supérieurs et ceux qui sont pas au-dessus de toi, c'est aussi ça dans l'entreprise, c'est la capacité du management. De stabilité surtout, c'est être très ouvert, très sociable avec ses collègues et proposer, également d'être dans la proposition comme tu l'as souligné. Daryl, on parle de la promotion dans le milieu du travail. Genèse et Sted sont revenus un petit peu sur les qualités, en tout cas des points qui peuvent emmener une personne à obtenir une promotion. Et lorsqu'on l'a, est-ce que tout de suite il faut en parler ou bien on se dit bon, on essaye d'abord de garder ça pour nous avant d'en parler. Comment toi tu gères une promotion si jamais tu es d'arriver à en avoir bien sûr? Bon, si j'ai l'occasion d'obtenir une promotion, il est bien normal que je ne vais pas parler à tout le monde. D'abord en parler à mes proches. Généralement, peut-être si j'ai une petite amie, forcément elle sera au courant. Ouais. Les parents, mes frères. Mais
Pas aller maintenant crier ça sur tous les toits ou bien dire à tout le monde non, parce que obtenir une promotion, c'est bien, mais cela ne voudrait pas dire que c'est gagné d'avance. Parce que c'est peut-être là le piège en fait, de penser que si j'ai obtenu la promotion, ça va, je suis meilleur que les autres. C'est peut-être là un peu le piège aussi de la promotion. Oui, c'est un peu ça aussi, c'est effectivement ça, parce que souvent quand on va te donner une promotion, je crois qu'il y a souvent on peut te donner peut-être 2 mois, 1 mois, pour voir comment est-ce que on se comporte. Il ne faut pas se dire que bon, voilà, j'ai eu une promotion, ça y est, je suis arrivé. C'est acquis, donc on ne peut plus me l'arracher, on ne peut plus me la retirer. Ouais. C'est comme elle a si bien dit Genèse et Stead, qu'il faudra encore travailler encore plus. Il faudra encore donner le maximum de soi. Il faudra aussi avoir un leadership. Avoir un leadership ne veut pas forcément dire que bon voilà, il faut commander les autres. Non, il faudra guider les autres. On va être beaucoup plus dans le management que dans la chefferie en fait. Exactement. Ouais. Apporter plus de qualité, respecter ses engagements, respecter aussi les supérieurs, comme l'a dit bien Stead, aussi les gens un peu plus bas que soi. Les collègues, tout simplement. Manuel, c'est vrai que nos amis ont brossé un petit peu les qualités, les avantages, justement, beaucoup plus des qualités, mais moi je parle beaucoup plus d'avantages. Quand on parle d'avantages aujourd'hui, par rapport à la promotion, selon toi, quels sont ces avantages-là, quand on parle de promotion en milieu professionnel? Bon, quand on parle de promotion au niveau professionnel, les avantages pourraient être, au niveau, déjà on est on a une cadre, on est une supériorité hiérarchique par rapport au patron. Bon, on se rapproche un peu plus, les patrons nous écoutent un peu plus, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on rentre dans le cercle très fermé. Les gens qui ont, on peut dire un groupe, peut-être. Oui, qui ont accès facilement au chef. Voilà, exactement. Donc on l'écoute très vite aussi. Et très ça peut être aussi des inconvénients, parce que gérer peut-être un ensemble de personnes, avoir des responsabilités, c'est pas donné à tous. C'est vrai. Donc il faut aussi avoir les épaules et prouver qu'on a des épaules pour assumer le rôle qu'on nous a confié. Est-ce que les chefs d'entreprise, ne vouloir t'interrompre, est-ce que les chefs d'entreprise aussi ne se basent pas un peu sur ça, sur le leadership évoqué par Daryl, sur la capacité à gérer une équipe? On se base sur ça aussi pour une promo, par exemple? Oui, je pense bien. Bon, je dirais qu'on n'en a pas encore obtenu, mais je pense que c'est à peu près comme ça, d'après aussi ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, plus ou moins. Donc je pense que c'est aussi comme ça. On se base aussi sur ça. J'aimerais un peu rebondir sur ce que... Vas-y, mon cher Stead. En sociologie des organisations, par exemple, il y a une l'école sociale, donc c'est-à-dire c'est une école des penseurs qui pensent un peu la vie professionnelle, donc c'est-à-dire l'organisation, la structure même des entreprises, qui mettent l'accent par exemple sur la relation interpersonnelle entre les employés, c'est-à-dire les employés confondus, mais également la haute hiérarchie pour qu'il y ait une sorte de rentabilité dans le rendement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que le management, c'est malgré une promotion, je pense que le management, celui qui obtient une promotion, je pense que ses supérieurs ont un peu étudié son profil et ont su capter qu'il est capable de pouvoir gérer, en fait, le leadership, voilà, le leadership que Daryl a souligné d'ailleurs. Avoir la grosse tête et s'emballer pour faire tout mal tourner l'entreprise. Après le reste, moi je trouve la promotion elle est bien, mais après le reste, ça va aussi ce qui vient après. Aussi plus ou moins, voilà, parce qu'il faut maintenant plus ou moins assumer. Bah oui. Voilà, donc parce que si les chefs ou bien les supérieurs ont décidé de te mettre à ce niveau-là, donc ils ont vu en vous des compétences pour pouvoir assumer ce rôle. Donc il faut maintenant avoir les capacités après d'endosser, de pouvoir pas prendre la grosse tête comme vous venez de me le dire. Donc c'est un peu ça aussi en fait. Est-ce que oui, vas-y Genèse. Je pense que les supérieurs ne se limitent pas au fait de voir la compétence en nous. C'est à nous de montrer qu'on a un intérêt envers l'entreprise en proposant des initiatives, en prenant des initiatives et en proposant des idées. Parce qu'à partir de là, ça montre que on ne veut pas engagé, quoi. Voilà, on est engagé et que on veut aussi faire grandir la Oui, parce que malheureusement dans les entreprises, il y a des gens qui se contentent simplement du salaire. C'est-à-dire je suis salarié, donc je viens, je fais mes tâches, je rentre chez moi, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'engagement. Parce que les gens oublient que si je suis membre d'une entreprise et surtout si je suis en CDI, en étant en CDI, je me dois de faire en sorte que l'entreprise prospère, que l'entreprise avance, d'où les propositions, d'où les sacrifices entre guillemets qu'on est appelé à faire. Daryl, tu voulais rebondir sur un point? Oui, je voulais rebondir sur un point aussi, que le fait pour obtenir une promotion aussi, il faut tout d'abord à la base être passionné par ce que l'on fait. Ouais. Parce que si nous ne sommes pas passionnés, nous n'allons pas bien faire les choses.
Souvent, vous voyez dans les administrations, il y a certains secrétaires, il se réveille le matin, il est un peu énervé. Généralement parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Exactement. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Et quand tu vas aimer ce que tu fais, ça va te pousser à donner le meilleur de toi-même. Ça va te pousser à travailler dur. Et aussi, il faut aussi voir ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Comme l'a si bien dit Genèse, proposer les idées. Dans les projets, il faudra proposer tes idées. Ne pas aussi prendre la grosse tête. Exactement. Rester modeste. Mais qu'est-ce que vous entendez par grosse tête, justement? Parce que c'est ressorti. Oui, mais. Non, mais c'est ressorti à chaque fois. Vous avez tous parlé de cette grosse tête-là. Bon, l'expression, c'est avoir le melon, mais ça se résume en quoi, avoir la grosse tête? La grosse tête, c'est un peu de l'orgueil. D'accord. C'est-à-dire, on pense qu'on est meilleur. D'être de sa personne. On pense qu'on est meilleur que les autres. D'accord. Alors que. Je pense que c'est un peu trop. Un orgueil mal placé, si je peux dire ça comme ça. C'est le fait d'avoir cette idée qu'on valide tout le temps tes points de vue. Dès lors que tes points de vue font l'unanimité lors du brainstorming, toi tu te dis que c'est bon, j'ai ce statut de celui qui produit les idées. D'accord. Et donc on n'a plus, je sais déjà ce que j'ai à faire, on n'a plus rien à me dire, on n'a plus à me dire que Genèse, toi tu vas faire ceci. Et il y en a qui se nourrissent de ça, de cette confiance, au point où ça leur permet parfois d'écraser les autres. Voilà. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est pas là aussi, Stead, le côté un peu, enfin pas dangereux, ce serait un peu trop dire en parlant de danger, mais je veux dire, parce que quand on dit la promotion, ça a l'air positif, hein, en fait, elle est positive, évidemment, cette promotion-là, mais derrière, il y a des aspects aussi qui peuvent un petit peu venir entacher cette promotion-là. Parfois, c'est le regard des collègues, il y a la jalousie qui va naître, on va se dire pourquoi lui et pas moi. Comment gérer justement ces tensions-là avec ses collègues? Vous avez parlé de leadership, mais est-ce que c'est largement suffisant pour gérer ces tensions qui vont s'installer, hein? Ça, c'est pas contre... ça va s'installer, parce que d'aucuns vont se dire, bon, lui, il fait rien, et pourquoi il a cette promo? Est-ce qu'il c'est pas parce qu'il est proche du patron? Autre chose. On va oublier le travail, on va chercher autre chose en général. Comment gérer ces ondes négatives? Bon, là, franchement, à ce niveau, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de retenue et beaucoup de sagesse, rester humble. Malgré, je pense que ça se sent entre collègues, tu as une promotion, tu sens au moins qu'il y a l'ambiance n'est plus, voilà, l'ambiance n'est plus la même. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est là où il faut garder l'esprit professionnel. C'est-à-dire, on est au travail. Et tant qu'on peut travailler ensemble, on le fait. On respecte nos tâches. On assume nos missions. Et on essaie de garder ce rapport-là. Maintenant, au-delà du rapport professionnel, ça dépend aussi. Au-delà du rapport professionnel, si vous avez des affinités, je pense que ça peut passer. Et je pense que ça peut Est-ce que c'est pas un peu plus dangereux, Manuel, avant de laisser la parole à Genèse, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Je veux dire, parce que beaucoup sont confrontés à ça. On est amis, on travaille dans la même boîte, on a noué des liens d'amitié, et puis j'ai une promotion. Toi, évidemment, tu deviens, on va dire, exactement, tu deviens mon second. Et est-ce que c'est difficile ou facile, de dissocier les deux, c'est-à-dire la vie professionnelle et celle du social? Effectivement, je pense que ce n'est pas... Tu risques de perdre un ami. Oui, effectivement, je pense que c'est pas très facile parce que, bon, si tu es lié d'amitié avec un collègue, c'est plus compliqué, par exemple, de lui donner, par exemple, des tâches à faire qui peuvent être plus difficiles. Bon, ça dépend de la manière dont il perçoit les choses. Il peut mal l'apercevoir ou peut bien l'apercevoir. Moi, à un moment donné, il va essayer de jouer de cette amitié-là pour pouvoir grappiller. Okay, bon, voilà, c'est mon pote qui est là et tout, genre je peux faire ce que je veux plus ou moins. Voilà, en temps normalement, ça devait pousser, mon ami a fait ça, il a réussi à être promis aujourd'hui, donc je dois travailler aussi plus pour pouvoir être au rang de celui avec qui je traîne tous les jours par exemple. Moi, par rapport à la question, sur cette question, même à l'école, lorsqu'on forme parfois des groupes de travail et tout, mais on est en groupe, nous sommes des amis, mais si moi je suis chef de groupe, moi si je te dis c'est qui tu l'as fait, si tu le fais pas, moi j'étais cadre du groupe. Parce que là nous sommes en train de travailler. Maintenant si après ça, si dans notre relation amicale, tu emportes les problèmes professionnels dans notre relation amicale, bon moi je pense que notre relation amicale va peut-être se détériorer, mais professionnellement, on reste vraiment carré. Il faut faire la part des choses. Voilà. Dissocier la vie sociale de la vie professionnelle. Oui. Maintenant, est-ce que c'est facile? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est facile à faire? Ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue et d'humilité, comme il a eu à dire. Mais si je rentre dans cette l'optique selon laquelle mon ami a on travaille très souvent en symbiose.
et au lendemain, il se retrouve avec une promotion. Même par sagesse, on sait qu'on est censé s'encourager parce que notre tour finira par arriver. Et même là, c'est vrai, ça va me faire quelque chose. Mais éthique ou pas, il y a le code de la déontologie qui exige qu'on ne devrait pas jamais... Exactement, mais c'est surtout qu'en fait, vous avez, toi, en tant que la personne qui vient de recevoir une promotion, tu as des obligations, tu as un bilan, tu as des choses à rendre derrière. Et si tu mets l'amitié derrière qui va t'empêcher, toi, d'avoir un travail serein, ça devient un peu compliqué derrière. Dans tous les cas, le fait que je me fasse démarquer, le fait que je me fasse remarquer par mes supérieurs, dans le fond, il y a aussi un travail d'équipe. Il n'y a pas que mon travail personnel, il y a un travail d'équipe. C'est grâce aux autres que j'ai été poussé. La lumière a été mise sur toi, tout simplement. Ouais. Oui, dans tous les cas, c'est grâce. Il y a quand même cette mémoire qui vient de la part des autres. D'accord. Voilà, mais qu'on ne souligne peut-être pas une fois qu'on obtient cette promotion. D'accord. Raison pour laquelle on est. Et on revient encore sur l'idée du leadership. En ce sens que si toi tu as eu cette promotion, tu peux aider les autres encore. Bon, là encore, c'est comme je parlais de l'éthique. Selon le comportement, la bonne morale, la reconnaissance, je pense que tu dois quand même te rappeler que les autres l'ont fait pour t'aider. Oui. Et voilà, tu pars de cette idée, voilà, en essayant de tirer vers le haut toi aussi. Ouais. Je pense qu'à partir de là, ça permet quand même d'endiguer la jalousie et pour qu'on travaille tous dans une atmosphère. Oui, créer une sociabilité, enfin diminuer les tensions, comme Steph dit. Oui, Daryl. Bon, je vais ajouter à ce que vous avez déjà argumenté. Il faudra d'abord comprendre que la jalousie, on sera toujours... il y aura certaines personnes qui seront toujours jaloux de nous. Même dans nos familles, la jalousie, ça existe partout. D'accord. Donc, il faut savoir, lorsqu'on obtient une promotion, comment contrer cette... jalousie qui va naître des collègues. Des collègues, il faudra rester toujours le même. C'est-à-dire, il faut encourager les autres. Je dois encourager les autres, les motiver. Mais aussi sanctionner quand il le faut. Oui, parce que rester le même, c'est... encourager, c'est bien, mais il faut sanctionner aussi. Il ne faudra pas aussi mélanger l'amitié et le travail. Ouais. Justement, ce n'est pas de chose facile. Oui, ce n'est pas de choses faciles. Dans tous les cas, je pense que les personnes sur lesquelles on devrait, non pas tirer, mais les personnes qu'on devrait sensibiliser, c'est ces personnes concernées par la jalousie. C'est mettre en tête que la jalousie, c'est pour les faibles. Si ton ami a ce que tu n'as pas, ça ne fait pas de toi un incapable. Ce n'est pas la magie. Demande comment c'est arrivé. Non, mais je pense que le comment, lui, il le sait. L'ami sait comment c'est arrivé parce que l'autre a travaillé. Voilà. En fait, je pense que la promotion, à la base, c'est pas quelque chose qui est censé diviser les collègues. C'est censé rapprocher et avoir un effet multiplicateur dans la constance. Tu vois, quelqu'un qui parlait de la constance dans le travail, c'est de se dire ça. La promotion, c'est simplement une récompense par rapport aux fruits liés au travail effectué, exactement. Tu veux avoir une promotion, tu fais de même. Tu te donnes à fond. Donc, tous les cas, moi j'ai toujours vu ça. Lorsque l'un obtient un avantage, plus que moi je prends ça comme une concurrence. Et moi, chez moi, la concurrence, ce n'est pas tant se combattre. Chez moi, la concurrence, c'est un facteur de faiseur de qualité. C'est-à-dire que tu fais comme l'autre, enfin, vous faites tous les deux de la même façon, mais l'autre essaie de faire d'une manière un peu plus qualitative. Et ça te permet, lorsque vous faites la même chose, je pense qu'il y a des footballeurs, pour l'exemple, les footballeurs jouent tous de la même manière. On va prendre 4 défenseurs centraux, il y a toujours un qui se démarque des autres. Il suffit de regarder comment il a eu à faire, rentrer en concurrence avec lui, ça te permet non pas de le descendre, mais d'essayer de grandir au même rythme que lui, voire à un rythme un peu plus accéléré. Pour moi, c'est comme ça que je vois cette concurrence-là. Je ne la prends pas comme une jalousie, mais plutôt comme quelque chose qui va te booster davantage. C'est une motivation. Aussi, celui qui a obtenu la promotion comme un modèle. Venir lui poser des questions. Ah frère, comment est-ce que tu as fait? Venir avec lui, pas rester de son côté frustré. Enfin, apprendre de lui, de cette personne-là. Ce qu'on faisait, même, je pense que depuis que nous allons à l'école ou au lycée et tout, je pense que quand quelqu'un a une meilleure note que nous, on se rapproche peut-être de lui pour faire peut-être mieux la prochaine fois, venir exactement comment tu as fait pour trouver ça. Et parfois, d'autres même des groupes se forment. Après, il faut trouver la personne accessible, parce que il faut trouver la personne qui soit assez à l'aise de te dire, ok, j'ai fait ça. La majorité des premiers de la classe, ils ont un peu la grosse tête. Hein. Oui. Ils n'aiment pas trop partager leur savoir parce qu'ils se disent peut-être que pour eux, c'est. Entre-temps, tout ça, c'est un secret de polichinelle. Vous ne rien les apporter aussi. Vous ne rien les apporter aussi.
Dans quel sens? Dans quel sens? Il va se dire que bon, je viens travailler avec toi, moi je t'apporte ça, mais toi qu'est-ce que tu vas m'apporter? J'en connais des camarades à l'école, ils disent non, je ne vais pas travailler avec toi parce que je ne vais pas être ton professeur, il faudra que toi aussi. Oui, mais bon, après, est-ce que dans le monde professionnel, il faut justement avoir ce caractère-là? Je veux dire, ce caractère individualiste. Non. Il faut être plutôt ouvert, social, stead. Oui. Alors, dans le milieu professionnel, je pense que nous sommes engagés, je pense que c'est comme une équipe. Oui. Donc, naturellement, il faut développer des liens sociaux, c'est-à-dire il faut développer cette entraide-là parce que dans l'optique, dans le but de l'entreprise, c'est quoi? C'est de progresser. Et donc, s'il faut progresser, il faut progresser en groupe. Et du coup, il faut prendre en compte tout le monde pour pouvoir... Il faut avoir des profils qui, eux aussi, ces profils, ont envie de faire progresser l'équipe aussi. Voilà, du coup, exactement. Voilà, de manière c'est un peu ça. Il va vraiment falloir créer une synergie entre tous les employés. Que malgré celui qui progresse, doit toujours garder en esprit qu'il doit avoir ce leadership de telle sorte à tirer les autres vers le haut également pour que son rendement soit efficace. Parce que dans l'objectivité, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, on te nomme, tu obtiens une promotion, tu es chef d'une division et tout, tu as des tâches précises, mais tu ne les réalises pas tout seul. Il y a une équipe avec laquelle tu travailles. Mais si toi, tu as des mauvais rapports avec tes collègues, je pense qu'ils vont pas t'aider à réaliser tes objectifs. Et je pense que la promotion, je pense que... On va faire une croix dessus. Individuel aussi, la promotion aussi, c'est aussi parce que tu as eu l'aide de tes collègues. Non, mais c'est ce que je venais souligner, c'est qu'en fait la promotion, il y a des hommes de l'ombre derrière. C'est un travail d'équipe, mais malheureusement dans ce travail d'équipe-là, tu as été celui qui a brillé le plus et la lumière a été mise sur toi et du coup tu profites de cette promotion-là. Manuel en parle de la promotion. Il y a également un système qui a été établi dans beaucoup d'entreprises. Alors je ne sais pas si en Afrique on a ce procédé-là. D'ailleurs, c'est ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y a certaines entreprises qui essaient en tout cas de mettre en valeur ce procédé-là. C'est le procédé de l'employé du mois qui consiste à récompenser un employé dans le mois. Je pense que la formule est assez simple. Est-ce que ce genre d'initiative, il faut y aller également pour avoir cet effet multiplicateur dont vous avez souligné dans une entreprise, booster le personnel? Il faut y aller avec ce genre d'initiative, l'employé du mois? Je pense que c'est très bénéfique pour une entreprise. Ça permet de récompenser le travail de celui qui essaie de marquer au cours du mois par rapport aux autres. Et ça peut pousser aussi les autres à faire plus, tout simplement. Donc, il faut aller avec ce genre de promotion, des promotions sélectives, c'est-à-dire pas sur des longues durées, parce qu'une promotion, ça peut être une nomination, on va te nommer responsable d'eux ou bien chef de telle division, mais est-ce qu'il faut aller avec ce genre de promotion, des promotions mensuelles et pas sur la durée? Oui, c'est bien parce que je pense que ici les supérieurs remarquent aussi, c'est peut-être pour vous interpeller parce qu'ils remarquent une certaine lenteur. Ça veut dire que la dynamique est en train de baisser et je me dis que on va dire bon, on va essayer de voir qui parmi les 4, pareil, au cas où nous sommes 4 avec le 5e chef, qui parmi les 4 n'a pas vraiment perdu le rythme. Bon, je pense que lui, on va l'actionner en premier et quand les autres verront que lui, il a bénéficié de ces prérogatives-là, ça va permettre à ceux que, bon, il va falloir qu'on se réactive parce qu'apparemment, on ne va peut-être plus à la même vitesse. Donc, moi, je me dis que ces promotions mensuelles permettent de faire que on peut, en fait, ça peut retomber sur toi. Voilà, ça stimule ce que Kurt Lewin appelle la dynamique de groupe. Voilà, quand tu vois, en anglais, le thème c'est hype. Lorsqu'on hype ton collègue, toi, tout de suite, ça t'interpelle. Et tu cherches à savoir maintenant qu'est-ce qui a fait que cela puisse arriver. À partir de là, ça te pousse déjà à, comme Régis a eu à dire, ça booste quand même l'ensemble du personnel. Maintenant, après, celui qui ne se sent pas interpellé, bon, il sait tout de suite qu'on va... Et en parlant d'interpeller Daryl, on parle de la promotion, mais depuis qu'on est en train de parler de la promotion, c'est beaucoup plus dans la position du chef qui donne la promo. Mais est-ce que toi-même, au vu des efforts que tu fais au niveau d'une entreprise, au vu des sacrifices que tu mets tous les jours en place, est-ce que tu es en droit de te lever, aller voir le chef pour dire « je pense mériter une promotion vu le travail que je fais » Bon, d'abord là... Est-ce que cette démarche-là pour obtenir une promotion, elle est assez bonne? Au-delà de l'aspect courageux, évidemment. Ça dépend de la relation que tu as avec ton chef. Hein. Parce que
Et tu peux avoir... avoir... question de proximité, de relation, t'es sûr? Non? Enfin, je te laisse terminer, vas-y. Non, ça dépend de la relation aussi qu'on a avec son chef. Il faut d'abord connaître aussi son chef. Il y a des chefs qui font peur, hein, qui ne donnent pas l'impression de s'approcher. Sociable comme ça. D'accord. Donc, tout dépend aussi de la relation qu'on a avec notre chef. Responsable, ok. Notre responsable. Mais dire comme ça, du jour au lendemain, se lever et dire « chef », avec tout le travail que je fais, il faudra le faire, mais de manière explicite en fait. D'accord. C'est-à-dire que par les actes qu'on va poser, par les idées qu'on va prendre, par ce qu'on va proposer, par les engagements, je crois que par là, le chef... D'accord, il saura évidemment si tu mérites cette promotion ou pas. Les amis, malheureusement, on va marquer une courte pause. Hein. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. Oui, ça va très vite, hein, les amis. On marque une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Avant la pause, justement, je vous donnais déjà un petit peu cette thématique qui va orner et meubler cette deuxième partie d'émission. On parlera du projet de mémoire. Sted, je me tourne vers toi. Le projet de mémoire, comment sélectionner, sinon obtenir un bon projet de mémoire? La question que je te pose, c'est est-ce que tu as déjà soutenu ou bien tu es dans justement ce processus de recherche de thèmes de mémoire? Moi, j'ai déjà trouvé mon thème de mémoire, donc je suis dans le processus. Oui, je suis en route pour une soutenance dans quelques mois. D'accord. Et ce thème de mémoire, comment, je veux dire, à quel moment tu as jugé que c'était le bon thème de mémoire? Est-ce qu'il faut avoir une sensibilité par rapport au thème déjà? Naturellement, il faut avoir une sensibilité, c'est-à-dire il faut avoir, je pense, un link dans ce que tu veux faire et ce que tu cherches à faire. D'accord. Donc, je pense que là, le choix de mémoire s'inscrit dans une logique de... je pense d'une analyse globale de ce que tu as eu à apprendre durant les 3. Ça résulte la fin d'un cycle. Ouais. Et je pense que durant les 3 années que tu passes à l'école, il y a des questions qui t'intéressent, il y a des thématiques qui t'intéressent, il y a des domaines d'études qui t'intéressent. Et à partir de là, je pense que naturellement, tu as une petite attirance sur une question précise. Tu peux naturellement être sur la bonne voie pour avoir un bon sujet de mémoire. D'accord, on parle de bon sujet de mémoire également. Oui, Genès, tu veux rebondir sur un? Donc, c'est surtout sur la deuxième option. J'aime bien l'idée selon laquelle il faut choisir un sujet qui nous intéresse. Parce qu'il y en a qui disent, je ne sais pas quoi choisir, mais regarde ton domaine en fait. Ça, en fait, même tout simplement pour constituer le sujet, tu ne peux pas forcément le faire tout seul, mais tu peux prendre des mots-clés et en gros des mots-clés en rapport avec des mots-clés dont la sémantique se rapporte à ton domaine. À partir de là, l'enseignant ou les instituteurs peuvent t'aider à constituer un sujet, mais vraiment pars sur quelque chose qui t'intéresse parce que si tu es enthousiasmé par ce que tu fais, tu es très inspiré lors de la rédaction et motivé à faire même des recherches approfondies pour ça. Et comme tu dis, il y a aussi le facteur motivation. Exactement. On peut également citer, il y a aussi l'originalité du sujet parce que le sujet, ça peut t'intéresser, ça peut te motiver, tu peux être passionné, mais ça doit aussi être original parce que l'objectif du sujet de mémoire, c'est quoi? C'est proposer une analyse scientifique, mais qui va une plus-value, c'est-à-dire une problématique bien identifiée. Voilà, qui va te permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine d'études. C'est quoi ta thématique alors? Moi, par exemple, moi, j'ai travaillé sur la cybercriminalité. D'accord. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait travail sur la cybercriminalité. Et ce qui m'a attiré sur cette question, c'est à travers des lectures. À chaque fois que j'étais sur le net, je vois, j'ai été piraté. Telle banque a été piratée, il y a eu un hameçonnage, telle personne, on leur a volé ses données bancaires. Et naturellement, là, je me suis interrogé, mais qu'est-ce que nos États font face à ce problème-là? Parce que faut pas oublier, l'espace numérique, c'est-à-dire les médias, tout ce qui est numérique, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais ce sont des outils qu'on manipule. Mais il n'y a pas eu de base, on ne nous a pas appris ça à l'école. On apprend ça dans le tas comme ça. Et du coup, on est exposé à des multiples dangers sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est à travers ce
ce petit constat-là, c'est là où je me suis interrogé un peu sur la cybercriminalité, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui s'est fait. Parce que choisir le mémoire, il faut essayer de faire une revue de littérature. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait. Oui, les manquements et se baser uniquement sur ces manquements-là. Et là, tu cibles le manquement. En ciblant le manquement, tu peux dégager un sujet de mémoire. D'accord. Mon cher Daryl, le sujet de mémoire, c'est vrai que c'est pour bientôt, je pense. Ou bien tu l'as déjà, toi, ton sujet de mémoire? Non, ce sera pour dans un an. D'accord. Justement, mais est-ce que tu commences à réfléchir déjà un petit peu? Est-ce que tu as commencé à avoir cet esprit d'observation, histoire d'identifier déjà? Est-ce que tu sais aujourd'hui sur quoi tu te sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de travailler afin de proposer un sujet de mémoire? Bon, à vrai dire, je n'ai pas encore pris ma décision parce que je suis dans un domaine qui me passionne bien. Le génie civil. Oui, mais est-ce que là déjà tu as identifié des petits manquements soulignés par STED qui peuvent t'aider toi à constituer ton sujet de mémoire? Bon, d'après ce que j'ai écouté des STED et Genèse, c'est qu'un sujet de mémoire, il faut d'abord prendre un sujet qui t'intéresse, un sujet qui te passionne. Aussi, tu peux aussi regarder, par exemple, dans ton domaine, c'est de voir quels sont les problèmes qu'il y a et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Il ne s'agit pas seulement de prendre un sujet de mémoire juste parce que... Oui, pour soutenir, faire une sorte de formalité, parce que bon, voilà, on me le demande, donc... Mais moi, je trouve que il faut partir sur deux éléments. Soit tu prends un sujet qui te passionne tellement et que tu aimerais approfondir. C'est le cas pour toi? Connaissances. C'est le cas pour toi? Oui, c'est le cas pour moi. D'accord. Ou encore de voir... prendre un problème et essayer de voir si tu peux apporter des solutions. C'est un peu ça. D'accord. Donc c'est un peu sur cette dynamique, cette lancée que toi... que moi, je vais me baser. Mais pour le moment, tu n'as aucune piste. Là, tu ne sais pas exactement où tu vas aller pour le moment. Pour le moment, je vise plus le béton armé. D'accord. Justement, il faut le dire. Ça peut être un... après, bon, tu me diras. Hein, peut-être qu'au sortir de là, on va t'aider à formuler la bonne thématique pour le bon mémoire. Hein. T'inquiète pas, on va t'aider dans ce sens-là. Manuel, on parle de la thématique Genèse et STED sont revenus un petit peu sur les aptitudes à avoir pour identifier le bon projet de mémoire. Mais qu'en est-il de la rédaction de ce mémoire-là aussi? Parce que trouver le sujet, c'est bien, mais faudrait surtout trouver le sujet qui va nous faciliter les recherches aussi derrière. Je pense que c'est là où beaucoup calent en général. On se dit, ok, j'ai le sujet, mais on se rend compte que notre sujet est tellement restreint qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. La rédaction, la recherche d'informations, comment ça se passe, mon cher Manuel? Bon, elle n'est pas facile déjà à faire. D'abord, comme on dit très bien dit mes prédécesseurs, pardon. Donc, nous devons d'abord trouver un sujet qui nous passionne. Et ensuite, quand nous avons trouvé le sujet qui nous convient le mieux, nous allons essayer de le présenter aussi à notre encadreur. Parce que c'est lui aussi, au fur et à mesure de cet état, qui vont nous accompagner, faire des rectifications et autres, et trouver en fait la bonne marge à suivre pour pouvoir bien rédiger tout simplement notre mémoire. Mais je voulais aussi rajouter quelque chose, parce que parfois, c'est bon de trouver aussi un bon sujet, de trouver des premiers, mais il faut aussi ajouter cette touche personnelle qui va faire en sorte que lorsque vous allez débattre devant les jurys, on peut sentir que c'est vous, tout simplement en fait. Parce que la majorité des sujets que nous allons prendre, beaucoup de gens peut-être l'ont déjà même fait avant, mais ce qui va aussi faire la différence, c'est que sur chaque sujet, chaque chose que chacun va venir présenter, il faut apporter ça. Bon, c'est un plus, ça touche personnel. Parler de l'originalité. Oui, justement, c'est un peu ce que Stel disait effectivement tout à l'heure. Pour rebondir sur ce que lui disait, comme Régis l'a dit, les difficultés par exemple sur la documentation, les méthodes d'investigation, moi je me dis, c'est cette difficulté-là qui fait l'originalité du sujet. Est-ce que vous voyez? Plus c'est difficile à trouver, je pense, plus c'est original. Mais l'objectif, c'est quoi? Proposer un travail en sciences, on a le concept de la falsifiabilité. C'est-à-dire, tu dois produire un travail qu'on peut remettre en question, mais par la touche que tu vas apporter, ça va nous permettre d'innover.
Dans l'optique de chercher l'innovation, tu vas chercher l'originalité. Et l'originalité va te conduire dans les conditions où tu as du mal à trouver des documents. Tu as du mal à faire des bonnes recherches. Plus c'est complexe, plus c'est bon. Justement, parce qu'il n'y a pas de documentation, on n'a pas écrit. D'accord. Mais ça va demander beaucoup le volume de travail sera énorme, Sted. Justement, moi je ne suis pas très d'accord avec cette manière de voir les choses. C'est vrai, on n'est pas là pour débattre, pour échanger. Mais lorsqu'on choisit un mémoire, franchement, il faut s'assurer. Enfin, le projet de mémoire surtout. Voilà, exactement. C'est surtout ça. Restons sur ce travail qui se fait en amont. Il faut vraiment s'assurer sur la disponibilité des ressources. Parce que je me rappelle en licence, j'avais choisi un thème. Après, l'encadreur, tout de suite, il m'a dit « Assure-toi de la disponibilité des ressources ». Quand je vois d'abord le thème, il est bon. Mais est-ce que tu as des livres? Est-ce que les documents pourront te donner les informations? Parce qu'on part sur la base, on part sur des éléments factuels, à savoir les statistiques, les dates, les chiffres et tout ça. Donc, si tu vois que les documents ne sont pas très disponibles ou encore les documents que tu as ne te donnent pas des informations pertinentes, là, il faut revenir en arrière et revoir un peu le sujet ou bien l'angle d'attaque. Parce qu'il y a un autre point, Daryl, je ne sais pas si toi tu seras confronté à ça, ça c'est sûr. On a parlé des encadreurs. L'encadreur, c'est celui qui essaie, comme son nom l'indique, sa fonction l'indique, de mieux t'encadrer, te faciliter le travail, en d'autres termes. Mais parfois, ces messieurs ou ces dames ont tendance à reformuler ton travail, en l'occurrence ta thématique, ton thème de mémoire. Toi, tu es persuadé que dès que tu l'as donné, formulé comme tel, ça te facilite le travail. Lui, derrière, il va changer. Il va changer quelques mots, il va reformuler en d'autres termes. Ensuite, tu vas estimer que ce n'est pas assez intéressant, tu vas proposer à un autre, l'autre va reformuler. En fait, on revient au point qu'on a souligné, c'est la sensibilité du sujet. Est-ce que parfois, on n'est pas en droit de défendre un petit peu, Emmanuel, je m'adresse à toi, vu que tu as déjà franchi l'étape, est-ce qu'on n'est pas en droit, à un moment donné, de défendre sa thématique, de dire à l'encadreur, j'aime bien ce que vous me proposez, mais je trouve que c'est mieux comme ça parce que ça me facilite le travail et parce que j'estime que là, je soulève beaucoup plus de problématiques que lorsque vous l'avez reformulé. Oui, effectivement. Bon, on parle dans le cas de défendre aussi ses idées parce qu'on propose quelque chose, on a fait des recherches, on s'est battu. Donc, c'est pas facile aussi d'accepter que tout nous soit à embrouiller comme ça et la personne vient directement tout changer. C'est vrai, c'est notre encadreur. Oui, mais quelle sensibilité comme la tienne également. Bon, il est important pour moi de trouver tout simplement une entente. Il doit y avoir une entente entre les deux. Oui. En ce qui est proposé, ce que l'encadreur veut qui pense être meilleur pour toi, tout simplement. Ouais. Donc, attention, on n'est pas en train de remettre en cause le travail des encadreurs. Qui font, tout simplement. Voilà. Qui encadrent très bien, qui font un travail remarquable. Donc, voilà. Parce que là, les encadreurs se disent que c'est plus eux qui sont en posture de juger comment on doit mener notre sujet, alors qu'ils devraient essayer de voir pourquoi il décide de formuler son sujet comme ça. Ouais. Donc, en gros, t'encadrer simplement, pas de tout changer en pensant que... Et là même, je pense que... C'est nous qui travaillons, c'est pas l'encadreur. Bah, justement. Pour faciliter le travail entre les deux, lorsque l'encadreur, avant même qu'il ne reformule, je pense que c'est à moi de définir les mots-clés du sujet. Et à partir de là, je pense qu'il comprendra que, bon, je comprends pourquoi tu as pris ces mots, mais voilà comment on va décider, voilà le pivotage qu'on va faire dans ton sujet. Mon thème actuel, j'avais proposé, c'est vrai, ce n'était pas long, ce n'était pas court, c'était un sujet assez simple, mais le prof l'a... Mais pas simpliste apparemment. Simple, mais pas simpliste. Exactement. C'était quoi le thème? C'était, je pense que j'avais dit médias et fake news, et j'avais parlé, en tout cas ça concernait le fact-checking. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ça donne médias et fake news, 2 points. La place du traitement, la place du fact-checking dans le traitement des informations. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, déjà, j'ai choisi ce sujet encore une fois, parce que ça m'intéresse. J'ai tellement horreur de la désinformation, des intox, que je me vois en mesure d'apporter des solutions. Voilà, parce que pour ne pas trop axer sur le déjà dit, quoi. Vraiment, je viens avec des solutions innovantes. D'accord. Moi, j'ai une question, mais ça, je pense que Daryl, il va beaucoup plus apprendre de cette émission-là. Sted, je me tourne vers toi parce que toi, ton travail, tu es beaucoup plus avancé. Alors, Daryl, t'es en 2e année, c'est ça? Oui. 2e année, donc la soutenance, c'est pour l'année prochaine, comme dans un an, comme tu l'as souligné. T'inquiète, hein, réussir ta soutenance, c'est tout le mal qu'on te souhaite sur ce plateau-là. On s'inquiète pas pour toi, on pense que tu vas y aller et tu vas réussir. Alors, moi, le conseil qu'il faut peut-être donner, mon cher Sted, à Daryl, c'est dans le timing en termes de choix
de projet de mémoire. Est-ce que lui, en deuxième année, est-ce que là, il peut commencer à réfléchir sur le thème de mémoire pour aller vite, ou bien il doit attendre la troisième année pour commencer à y réfléchir? Pour ça, je dirais non, qu'il devrait déjà commencer à réfléchir. Parce que moi, depuis la deuxième année, la fin de la première année, la deuxième année, j'avais déjà une idée bien... Je pense que j'avais prévu 5 thématiques sur lesquelles j'aimerais travailler pour... D'accord. Daryl, t'en es à combien là, le thème de mémoire des projets là? Pour être franc, je n'ai pas encore pensé, c'est comme je suis en train de dire. Ouais. Le génie civil, c'est un domaine tellement vaste. C'est un domaine auquel je suis passionné. Et jusqu'alors... tous les domaines sont vastes. Hein, oui, mais jusqu'alors, je ne sais même pas encore dans quel domaine je vais me spécialiser. D'accord. Donc, je suis encore en train de réfléchir. Mais je vois que pour choisir un bon sujet de mémoire, il faudrait d'abord que l'étudiant aussi fasse... ils doivent comprendre une différence. Parce qu'il y a certains étudiants qui se disent que faire un sujet de mémoire, c'est peut-être, voilà, il va tout faire pour apporter un surplus. Il va se comporter comme un étudiant qui prépare un doctorat. Ouais. Je pense que c'est la posture qu'il faut avoir. C'est la posture. En fait, la posture qu'il ne faut pas avoir, c'est de se dire le mémoire pour moi, c'est comme un devoir de maison. Voilà, j'aurai juste mon 17, mon 15 de moyenne et je passe à autre chose. En fait, comme on dit, le mémoire, c'est un travail de recherche. Je pense qu'on l'a tous souligné. Et ton travail de recherche peut faire office demain de base de données. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah tiens, mais il y a quelqu'un qui a déjà travaillé sur la question. On va aller consulter son travail pour voir ce qu'il a proposé là-dessus. Donc, le conseil qu'on te donne sur ce plateau-là, vu que apparemment t'es un peu le Benjamin dans ce sens-là, c'est justement c'est de commencer là tout de suite, comme Sted l'a dit, commencer à réfléchir, avoir au moins plusieurs idées dans la tête. Tout à l'heure tu parlais du béton. Moi je suis curieux de savoir pourquoi le choix du béton par exemple. Bon, le béton armé c'est un matériau que nous utilisons beaucoup en génie civil. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui avec l'évolution, il y a des structures il y a des bâtiments, des œuvres en structure métallique. En Afrique, nous construisons plus avec du béton. Donc, j'ai envie de me tourner là-dessus pour savoir un peu pourquoi on travaille beaucoup avec le béton. Pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup avec le béton? Il y a aussi un sujet aussi que j'aimerais aussi apporter parce qu'en Afrique, on utilise plus le BAEL. C'est-à-dire béton armé aux états limites. Alors qu'en Europe, ils utilisent le Recode 2. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas aussi utiliser le Recode 2. C'est une belle thématique déjà. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de te contenter de savoir pourquoi, cherche les compositions chimiques, essaie de voir l'impact aussi bien négatif et positif. Pourquoi en Afrique, justement, ce n'est pas importé? Quels sont les dangers si on l'importe? Est-ce que ça va faciliter le travail? Est-ce que autre chose? Pose-toi toutes ces questions-là. Et à partir du moment où tu as une dizaine de questions sur la tête par rapport à ça, c'est bon, tu as ta thématique. Mais rends-toi compte que le temps passe. Tu vois, le temps ne t'appartient pas. Donc, essaie, comme Régis vient de le dire, essaie de gagner en temps en te posant un tas d'interrogations. Et à travers ces interrogations, tu peux facilement te constituer. Ouais. Voilà, tu peux te constituer un sujet. À la fin, on t'enverra la facture. Hein. On t'enverra la facture et tu vas oublier tout seul. Par contre, en France, la France est le seul pays qui utilise le BAEL. Ouais. Non, la majorité des tu vois, il est passionné maintenant par le. C'est bon, tu vois, là, c'est bon. La majorité des pays européens, ils utilisent plus le Recode 2. Les pays membres de l'Union européenne. D'accord. Et la France, ils utilisent le BAEL. Je crois que c'est de la France qu'on tire ça. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on utilise seulement le BAEL? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le... Même nous, hein, c'est vrai, c'est technique ce que tu dis, mais on est curieux. On a envie de savoir pourquoi. Donc, vas-y, fais-nous un mémoire là-dessus et on va le lire. On saura pourquoi, justement, en Afrique, c'est compliqué d'avoir ce genre de matériaux. Exactement, c'est là le problème. Manuel, je me tourne vers toi parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ce que j'appelle une paresse 2.0 qui s'est installée. On a des intelligences artificielles qui naissent de jour en jour. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail de recherche, le travail de sujet de mémoire aura encore de l'impact chez l'étudiant de demain, sachant qu'on a des IA qui naissent tous les jours et beaucoup, malheureusement, versent dans cette paresse 2.0? Moi je pense que s'il est facile de remarquer pour les jurés une différence entre quelqu'un qui a vraiment épousé son projet, qu'il a vraiment travaillé.
plutôt que quelqu'un qui est juste allé placarder quelque chose via les intelligences artificielles et venir juste bricoler, en gros juste venir faire son mémoire et juste faire du bushing crashing, je peux le dire ainsi. En tant que la personne qui l'a vraiment travaillé va venir expliquer avec d'autres mots que ceux qui sont dits dans son mémoire, vraiment expliquer et on saura. Est-ce que c'est uniquement au-delà de s'approprier le projet? Est-ce que derrière on ne tire pas aussi des connaissances en travaillant? Si, effectivement, comme vous venez de le signer, Régis, effectivement on tire aussi. C'est bénéfique pour nous parce que dans la recherche et dans tout, ça nous permet d'engranger non seulement des connaissances, mais aussi de voir vraiment sur quel point on est déterminé à présenter quelque chose qui nous tient à cœur tout simplement. On a travaillé dessus. Ouais. Et la note, surtout quand tu la verras à la fin, tu te dis, bon, c'est moi qui ai fait ça, j'ai fait. Mais bon, parce qu'au début, on ne se sent pas tous capables. On est stressé, on a peur du nombre de pages. Le temps s'y passe. Oui, on a le syndrome. On disait, voilà. Le nombre de pages, je pense que c'est ça, moi ça me fait pas peur. Moi, okay. Moi j'ai pas peur du nombre de pages, mais d'autres qui ont le nombre de pages en fait 80 aussi que les gens aussi voient qu'il y a trop court, trop long. Justement. Oui, est-ce que c'est pas là aussi la Genèse, est-ce que c'est pas là aussi l'inquiétude parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent si mon thème de mémoire est court, c'est que c'est pas assez pertinent. Si c'est long, ça va. Est-ce que la longueur de la thématique aussi joue un petit peu dans la psychologie de l'étudiant? Un tout petit peu. Ça joue beaucoup, non? Oui, ça joue beaucoup. Parce que tu te dis peut-être que les connaissances que toi tu as personnellement ne te permettent de faire à peine 20 pages, sachant qu'on a besoin de 50 pages. Et c'est justement ce qui nous pousse par moment ou encore ce qui pousse certains par moment à se vouer aux IA. Très bien. Et c'est à partir de là que le travail, tu te retrouves à avoir maintenant plus confiance à l'IA qui a fait plus que toi-même. Voilà. Je pense que là encore, ça rentre dans une dynamique de limite. D'accord. Voilà, donc du coup, le bon sujet de mémoire n'a pas forcément besoin d'être long. Voilà. À partir du moment où il est court, mais qu'il y a de l'information et qu'il y a une problématique qui est soulevée. Très bien. Et puis je pense que la problématique, elle doit être, j'ai pas envie de dire spatio-temporelle, mais ça doit essayer de spécifier un domaine bien précis. Ouais. Voilà, comme tu as parlé de cybercriminalité. Pour revenir sur la limitation spatio-temporelle, ça c'est très important dans le cas d'état d'action de mémoire. C'est-à-dire, par exemple, moi je travaille sur la cybercriminalité, mais j'ai choisi déjà un espace donc sur l'Afrique parce que j'ai également eu ce problème avec mon encadrant, c'est-à-dire il voulait que je choisisse une petite zone de l'Afrique. Mais moi ma vision du travail ne portait pas uniquement sur une région. Moi, j'ai une sous-région, je voulais travailler globalement et c'est ce qui m'a amené sur la délimitation, c'est-à-dire limiter maintenant, vu que je ne pouvais pas limiter sur l'espace, parce que c'est l'Afrique en général, mais je me filme maintenant sur le temps et c'est par là que j'ai limité à partir de 2014 par exemple, ou ce qui marquait par exemple... D'accord, de 2014 à nos jours. Voilà. D'accord. Sur le temps, parce que j'ai une connaissance très 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 proche, son sujet porte sur la recrudescence des coups d'État militaires en zone CEDEAO. Bon, ça, là, la zone, voilà. Mais même là précise. encore, il va falloir délimiter. Il faut vraiment spécifier le cadre. Elle a pris, je pense, le cas du Mali et du Burkina. Voilà. Parce que là, ça fait vraiment naître certaines dynamiques. On sait que le Burkina et le Mali ont subi 2 coups d'État en l'espace d'une année. Tu vois que là, ça te permet de partir d'un point bien précis, aboutir à une fin. Et c'est surtout que ça c'est de travail. Exactement. Ça, c'est... Oui, non, mais c'est, voilà, il faut noter tout ça. Au moins, il a, voilà. C'est qu'il faut faire attention. Moi, je me souviens, mon terme de mémoire, c'était l'impact de la communication dans la sensibilisation de taux d'accident au Sénégal. Parce que moi, je me suis rendu compte que pendant les périodes de fête, il y avait beaucoup d'accidents et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de communication dans la sensibilisation. Et moi, j'avais pris le cas des transports en commun. Donc, c'était plus facile pour moi de travailler là-dessus. Si j'avais pris des transports de façon générale, il fallait que je parle des particuliers et tout ça. Mais le transport en commun, c'était plus facile pour moi d'y aller. Donc, effectivement, si toi, tu fais un sujet sur la cybercriminalité et que tu as eu à faire, par exemple, un stage dans une entreprise qui est dans le cas aussi, tu peux prendre le cas de cette entreprise-là. Le travail de recherche, c'est facile. Focus sur l'entreprise, voir comment ils travaillent, les débouchés, les avancées, les impacts, les conséquences. Et là, tu sors de là avec un travail bien fourni. Mais si tu es dans une thématique large, non, il faut la rétrécir. Voilà. Et là, le travail sera compliqué. Le point positif. Il faut rester dans un cadre bien précis. Parce que toi, tu es dans le béton là déjà, donc ça va. Voilà. Le bon sujet de mémoire aussi, il faut aussi se dire que je prends un sujet,
pas seulement juste pour la moyenne, mais je prends ce sujet aussi parce que ça va aussi m'édifier. Bah oui. Pour pouvoir aussi édifier aussi. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Je pense que Daryl il a saisi, il a compris. Voilà, c'est même la raison pour laquelle tu as parlé de 2 espaces bien précis. 3 espaces, pardon, la France, l'Afrique et les États-Unis. Ouais. Tu cherches à comprendre un peu la raison pour laquelle, et même en Europe aussi, tu as dit, bon nombre des pays européens utilisent un style bien précis, sauf la France qui se démarque. Oui, la France est construite beaucoup plus avec le BAEL. Voilà. Ouais, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est d'accord. Les deux armées, c'est à la limite. D'accord. Voilà. Donc en gros, tu vois que tu as le cas de l'Afrique, tu as le cas de l'Europe. Mais tu gagnerais à faire le cas. Mais l'Afrique, c'est très vaste. Voilà. Donc choisis un pays. Spécifie un pays vraiment qui s'y connaît très bien en matière d'infrastructure. Ça peut être le Sénégal, le Gabon, le Maroc. Tu choisis un pays. Voilà. Ça va te faciliter la tâche. Tu prends un pays qui s'y connaît très bien en matière d'infrastructure. Après, en Europe aussi, tu essaies de voir. Pour un pays, pour être honnête, ça va être au Maghreb, parce que le Maghreb sont très avancés. Bah, le Maghreb, c'est vaste, hein, c'est pas un pays. Voilà, c'est une zone. Il faut choisir. Parce que même au Maroc. Voilà, parce que. Le Maroc, l'infrastructure, ils sont très bien, mais par contre, en Afrique noire, je vais plus. En Afrique, de façon générale. En Afrique, effectivement, si tu restes sur le Maroc, d'accord, mais tu parlais sur d'autres pays. En fait, ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'il faudrait que tu essaies d'être plus restreint dans le travail, ne pas l'élargir. Sinon, tu vas te perdre dans ton travail de recherche et dans la thématique. Mais je pense que tu as compris déjà un petit peu les codes, comment ça marche et tout le reste. On a parlé de l'écriture, on a parlé du bon choix de mémoire, mais je veux dire, tout ça, ce sont des processus, on démarre. Mais je veux dire, pour la soutenance, comment ça se passe, mon cher Sted? C'est pour bientôt la soutenance déjà. Effectivement. Voilà, alors comment tu gères ça? Comment tu appréhendes ce moment-là? Mais naturellement avec beaucoup d'angoisse, c'est stressant quand même. Mais pourquoi angoisser si tu as fait tout le travail? C'est pas une IA qui a fait ton travail quand même. Non. Bah voilà, donc c'est ce que Manuel disait à partir du moment où tu... L'angoisse c'est dans le sens où j'ai envie de mieux faire. De mieux faire. D'accord. J'ai envie de présenter un bon travail. Et du coup, j'ai cette angoisse-là, ce besoin de bien faire qui me stresse. Comment tu gères ça? Plutôt calmement. D'accord. Franchement. C'est pour quand déjà la soutenance? Bon, non, pour le mois prochain. T'es prêt? Ça va. La rédaction, je suis presque à la fin, mais sinon ça va. D'accord, les amis. Nous arrivons malheureusement au terme de cette info. Oui, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Jeunesse. Ça va, toi, tu gères ça bien? Oui, tranquille. Bon, d'accord. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va quelques personnes à saluer vite fait, Jeunesse. Ah, juste les parents, parce qu'ils sont vraiment fiers de ce que oui, mais vas-y, tu peux donner le nom, papa, maman. Monsieur et madame Mireille et Modeste Moukara. D'accord, voilà, ok. Ce sont des gens qui ont vraiment... qui prient et vraiment qui m'encouragent beaucoup. Manuel? Oui, moi aussi remercier mes parents d'avoir permis aussi d'être là. Parce que c'est grâce à leurs efforts que nous sommes ici aujourd'hui. D'accord. Monsieur et madame Mombo. Donc je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. D'accord. Daryl, vite fait les amis. Je remercie aussi mes parents, mon père Kara, mon père aussi Kumba et ma mère Balchina. D'accord. Allez mon cher Sted, vite. Merci Patrick. Bon, salut Patrick, à ma maman, mes mamans, les Félia, Alex Boulomba, Cynthia. Bon, on va pas saluer tout le monde, mais on salue en tout cas maman Cynthia. Je sais pas pourquoi vous êtes timide quand il salue de saluer les moments. Bon, ok. En tout cas, les amis, merci d'avoir participé à Génération News. Ça a été un moment très intéressant. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.